La rédaction vous présente ici son dossier audio « Énergie tellurique, géobiologie », accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. La planète a-t-elle un corps énergétique ? Celui-ci influence-t-il nos vies ? Aussi intrigant que cela puisse paraître, il semble que oui. Et ce nouveau dossier d'inexploré, excitant au plus haut point en ces temps où la nature nous appelle, va vous le confirmer. S'intéresser à la géobiologie n'est pas anodin. Déjà, cet art nous ouvre un chemin d'exploration des dimensions visibles et invisibles de l'existence dans ses plus mystérieux aspects. Des forces telluriques, au courant d'eau, jusqu'à la mémoire des lieux, en passant par bien d'autres champs électromagnétiques ou courants informationnels. Ensuite, radiesthésistes, sourciers et autres praticiens le confirment, cet art nous amène à comprendre que ces facettes souvent méconnues de la Terre définissent pourtant notre santé. De nombreuses études menées par différents experts le confirment sans ambiguïté. L'occasion de bénéficier de conseils pratiques pour vos jardins, vos maisons ou vos appartements, de comprendre enfin pourquoi vos plantes, vos animaux et peut-être même vous réagissez négativement ou favorablement aux énergies environnantes. L'occasion aussi de regarder différemment les lieux sacrés construits stratégiquement sur le territoire pour profiter des forces de transcendance. Drôle de clin d'œil, c'est dans le plus petit des bureaux, rue des Artistes à l'époque, parfois assis sur les cartons et loin de ces questions pratiques, que nous avons construit avec passion, numéro après numéro, ce qui est devenu la revue de référence d'éveil des consciences. Nous sommes éveillés avec vous. Et si je vous confie cela, c'est que j'ai la joie de vous annoncer que le magazine Inexploré fête ses 50 numéros. Alors merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui s'engagent à nos côtés, permettant la vie de ce média libre et indépendant. Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que désormais, les abonnés recevront chaque vendredi, en plus de ce trimestriel, une newsletter de contenu exceptionnel avec des enquêtes et des podcasts inédits pour continuer de manière hebdomadaire cette quête vers la lumière. Joyeux printemps à vous. Énergie tellurique, géobiologie. Nous sommes connectés à la Terre, particulièrement là où nous habitons. Failles géologiques, veines d'eau souterraines ou réseaux cosmotelluriques sont autant d'influences sur le vivant. Les champs énergétiques et électromagnétiques découlant des avancées technologiques ont également leurs impacts sur nos lieux de vie. Comment vivre en harmonie avec ces réseaux qui résonnent aussi sur les animaux et les plantes ? Rencontre avec la géobiologie, l'étude de la Terre vivante et découverte de ses applications pour notre mieux-être. L'étude de la Terre vivante. Dressés entre ciel et terre, nous sommes en permanence impactés par des champs subtils, émanant des forces telluriques et célestes. Faire appel à un géobiologue permet de prendre conscience de ces influences et d'agir en fonction, pour optimiser nos habitats ou notre agronomie. Par Aurélie Aimé. Du grec gé, terre, bio, vie, et logos, étude. La géobiologie est littéralement l'étude de la Terre vivante. Au regard de cette discipline, notre planète est un organisme vivant à part entière, avec un corps physique et énergétique, et qui, à sa façon, respire. Le Larousse définit la géobiologie ainsi. Science qui s'occupe des rapports de l'évolution cosmique et géologique de la planète avec celle de la matière vivante. Humain, animal ou végétal, nous sommes sans cesse sous l'influence des forces invisibles émanant du ciel et de la terre, telles des antennes reliées aux énergies cosmotelluriques sans en être conscients, nous dit le géobiologue suisse Dominique Mottet. Au fil des siècles, l'être humain a toujours œuvré en co-création avec ces champs invisibles pour permettre l'équilibre biologique du vivant, choisissant méticuleusement son lieu de vie, de culte ou l'emplacement d'un bâtiment agricole. Déjà nos ancêtres, reliés au monde invisible, savaient. Géobiologue est le plus vieux métier du monde. Quand les êtres humains ont voulu se sédentariser,
ils ont cherché un endroit où ils se sentaient bien. Ils captaient les zones de faille et pouvaient déterminer s'il y avait de l'eau, afin de pouvoir la puiser, nous explique Stéphane Demey, géobiologue spécialiste du monde agricole. Citons les Romains qui regardaient paître leurs troupeaux pour connaître les zones propices à la construction. Une fois la saison de pâture passée, ils étudiaient l'état des viscères des animaux afin de comprendre l'impact de ces énergies sur leurs bêtes, décrit-il dans son livre. Joseph Birkner, dans son ouvrage L'influence du lieu, géobiologie et santé, rapporte également que près de 2500 ans avant notre ère, en Chine, il était impensable d'entreprendre la construction d'une maison sans faire appel à un maître en feng shui qui s'occupait de la science des vents, feng, et des eaux, shui. Après l'étude du lieu, le maître tenait compte des veines du dragon, c'est-à-dire des failles et des cours d'eau du sous-sol qu'il ne faut en aucun cas perturber. Le vivant s'organise autour de ces champs subtils. Mais de quel ordre exactement sont ces influences ? D'une façon globale, les forces cosmiques intègrent l'influence électromagnétique du cosmos, les activités du Soleil et de la Lune. Les forces telluriques sont liées à la nature magnétique du noyau terrestre, qui génère un rayonnement électromagnétique dans lequel nous baignons en permanence, indispensable à la vie. 3 pôles sont considérés pour établir la santé d'un lieu. Les pollutions d'origine humaine comprennent le bâtiment et l'appareillage électrique. Les interférences naturelles intègrent la géologie. Exemple, faille. L'hydrologie. Exemple, eau souterraine. Et les rayonnements cosmiques et telluriques. Exemple, réseau Hartmann et Curie, cheminée cosmotellurique. Enfin, l'histoire du lieu, mémoire des murs et la présence d'entités sont aussi prises en compte. Même si la plupart d'entre nous ne sont pas conscients de l'intensité de ces rayonnements, nous n'y sommes pas moins sensibles. Un séjour quotidiennement prolongé ou le fait de dormir dans une zone perturbée peuvent entraîner mal-être, fatigue ou différents troubles dont l'origine peut sembler inexplicable. Considérant l'ensemble de ces influences, le géobiologue est à la fois sourcier, radiesthésiste, électricien, architecte et historien. Il doit travailler avec ses sens subtils, aidé parfois d'outils simples, tels la baguette de sourcier ou le pendule, mais aussi avec des instruments de mesure de pointe, tels des appareils d'électricien. Son objectif est de détecter les différentes zones pathogènes de l'habitat, du lieu de travail ou des exploitations agricoles. Lors de son intervention, il réalise une cartographie du lieu qui demande d'observer le paysage, la déclivité, la géologie, les endroits où tombe la foudre, les arbres, la présence ou l'absence d'oiseaux, les fissures dans les murs, les lignes électriques, les transformateurs, les tours de télécommunications, les châteaux d'eau, les zones industrielles, explique la vétérinaire et géobiologue Estelle Vatrin dans sa thèse « Contribution à l'étude de l'influence des facteurs géobiologiques sur la santé animale ». Une fois ces perturbations répertoriées, il proposera un protocole pour rectifier leur influence. Les techniques de correction sont propres à chaque géobiologue. Certains travaillent avec le minéral. Ils vont mettre des pierres à des endroits bien précis pour rééquilibrer ces énergies. Certains travaillent avec des ondes de forme ou en acupuncture, nous dit Stéphane Demey. D'autres, à l'instar de Dominique Mottet, travaillent principalement dans le plan éthérique. En cas de mémoire des murs, par exemple, je vais chercher sur quelle fréquence cette énergie vibre, en entrant en contact avec elle. Dans un second temps, je vais par l'intention enlever ou isoler cette vibration, puis changer ensuite l'information de cette perturbation. Une influence permanente sur le vivant. Le professeur Robert Andros, dont les travaux ont mis en évidence des rayonnements spécifiques ayant des conséquences négatives sur le fonctionnement biologique du vivant, nous permet de mieux comprendre l'impact de ces forces subtiles. Le rayonnement électromagnétique ambiant agit de façon particulièrement nette sur les organismes humains, animaux et végétaux, suivant les lois physiques d'absorption et de résonance intervenant dans les systèmes moléculaires. Il agit également sur les processus biologiques régnant au sein des cellules, en influençant l'ionisation jusque dans les acides nucléiques des chromosomes, par un effet en partie inhibiteur, mais aussi stimulant dans certaines circonstances. Source, le rayonnement de la Terre et son influence sur la vie, Robert Andros, édition Ambre.
Une illustration concrète de ces effets réside dans l'observation du vivant. Intuitivement, les animaux sauvages se placent sur les réseaux d'influence qui leur conviennent le mieux. Les animaux travailleurs, tels les fourmis, se placent sur des endroits excitants, énergétiquement très forts, souvent des croisements Curie. Le chat est un animal lunaire et aime se coucher sur les zones de faille, tandis que le chien solaire n'appréciera pas, nous dit Stéphane Demey. Entre 1932 et 1939, le docteur Jenny, de Sur-les-Haro, en Suisse, a cherché à prouver l'effet des perturbations telluriques sur les êtres vivants. Pour cela, il a placé des souris dans une caisse de 3 mètres de long, une partie étant placée à l'aplomb d'une veine d'eau. Le chercheur a pu constater que les animaux évitaient cette zone et nichaient sur celle qui n'était pas exposée. Lorsqu'il a retourné la caisse, inversant ainsi les emplacements, les souris ont déménagé avec leur progéniture pour retrouver la zone neutre. Puis les rongeurs étaient placés dans une caisse plus petite, de sorte qu'il n'existe aucune échappatoire. Très vite, ils sont tombés malades et 50% sont morts de cancer. La géobiologie appliquée au monde agricole a l'avantage de bénéficier d'un cadre scientifique permettant d'attester des résultats. Là encore, les effets néfastes de certains champs peuvent être spectaculaires. Concernant les vaches, on nous appelle pour un taux de globules blancs élevé dans le lait et des mammites sans explication. Chez les porcs, on constate du cannibalisme ou des soucis d'écrasement des petits par les truies. Pour les poules, il y a des soucis de piquage, de répartition des animaux dans les bâtiments ou de croissance. Enfin, l'animal le plus sensible est le lapin. On relève notamment des problèmes de surmortalité. Combien de vétérinaires ont ainsi constaté impuissants, des pathologies ou des comportements inexpliqués? Tout est noté dans un contexte sanitaire. Lorsqu'on détermine quelle est la source de pollution, on peut constater le résultat immédiatement. Il n'y a pas de psychologie sur un végétal ou un animal, donc pas d'effet placebo, relate Stéphane Demey. Plus incroyable encore, les végétaux sont aussi sujets au rayonnement, témoignant parfois de façon surprenante de perturbations telluriques. S'il s'avère qu'un arbre se trouve sur un point géopathogène, il va essayer de sortir de cette influence négative en tournant sur lui-même. C'est souvent pour cela qu'on trouve des arbres vrillés, explique Dominique Mottet. Là encore, ce qui est néfaste pour certains est favorable pour d'autres. La plupart des plantes potagères ou d'ornement pâtissent plus ou moins dans leur croissance lorsqu'elles sont placées sur des zones perturbées. Ce n'est pas le cas des plantes médicinales, qui pour avoir de meilleures propriétés guérisseuses ont besoin d'être exposées à un fort rayonnement, relate Joseph Birkner. La tradition populaire recommande d'ailleurs de récolter ces dernières les soirs de pleine lune, lorsque les émissions telluriques sont les plus intenses et les substances thérapeutiques plus actives. La géobiologue précise: les animaux et les plantes qui apprécient les zones géopathogènes ont la particularité commune de produire des substances aux propriétés thérapeutiques. Ainsi, les fourmis et les abeilles, friandes de lieux perturbés, produisent une sorte d'antidote qui est utilisé comme médication. Par exemple, l'acide formique utilisé contre les rhumatismes. Comme Stéphane Demey l'a constaté, nombre de troubles sont aujourd'hui en lien direct avec l'activité humaine, qui rend la Terre et l'ensemble du vivant malades. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les réseaux électriques se sont répandus comme une traînée de poudre. La télécommunication a connu un véritable essor, apportant son lot d'antennes relais. Ces courants électriques parcourant sans cesse nos sous-sols ont progressivement modifié le fonctionnement des influences électromagnétiques et géophysiques, avec des conséquences dramatiques sur le vivant. Nous avons mené une étude filmée sous surveillance vétérinaire. Lorsqu'une éolienne tourne, avec une faille en dessous, si nous tentons de faire traverser les vaches, elles s'arrêtent toujours au même endroit, bien qu'il n'y ait rien sur la route. Si l'éolienne ne tourne pas, elles ne sont pas gênées, explique le géobiologue. De même, en ce qui concerne la production de végétaux, certains agriculteurs rencontrent des problèmes liés à ces perturbations. Le végétal se sert des énergies telluriques, électriques du sol, pour monter les aliments pompés dans le sol via sa tige jusqu'à sa fleur. Lorsqu'on a des problèmes électriques qui amplifient l'effet des failles naturelles, ce processus ne peut se faire correctement et le fruit ne sera pas exploitable. Lorsqu'il intervient sur des exploitations, Stéphane Demey élimine donc d'abord les facteurs d'origine humaine. En ce qui concerne le traitement des vaches,
Le géobiologue devra déterminer à l'aide d'instruments d'électricien si dans le bloc de traite, elles reçoivent un courant électrique qui viendrait du système de production, de l'eau d'abreuvement ou du sol. Une fois les anomalies électriques identifiées, on va conseiller l'éleveur pour maîtriser ces courants parasites afin qu'ils ne soient plus au contact de l'animal. Cela peut passer par une bonne mise à la terre, refaire un tableau électrique. Ces courants de fuite stressent l'animal et finissent quoi qu'il arrive dans le sous-sol, activant tous les réseaux telluriques. Alors l'équilibre cosmotellurique ne peut pas se faire. Une capacité à la portée de tous. Puisque nos ancêtres polyvalents savaient construire leurs maisons, temples, pyramides et autres pierres levées en fonction de ces réseaux d'influence, l'homme moderne ne pourrait-il pas apprendre à se relier de nouveau à ces énergies subtiles ? Stéphane Demey témoigne. J'entends beaucoup des personnes dire qu'elles ont un don. Mais pour moi, nous sommes tous faits du même tonneau. Certains iront plus vite que d'autres, mais tout le monde peut ressentir. J'anime de nombreux stages et au bout d'une demi-heure, tout le monde a la capacité de capter le sol. Dominique Mottet ajoute que le corps humain est un instrument qu'il faut entraîner à retrouver toutes ses fréquences subtiles. Par exemple, nous pouvons tous percevoir les perturbations que l'eau va induire sur nous. Nous ressentirons des palpitations, certains auront une respiration plus lourde, leur énergie sera concentrée dans les jambes, certaines personnes l'apercevront dans les reins. C'est la plus facile à détecter car nous sommes composés d'eau. Aussi, se relier aux énergies environnantes passe-t-il par cultiver une certaine présence à son environnement. Lorsqu'on se promène dans la nature, si nous ne sommes pas conscients de notre environnement, nous n'allons pas en ressentir les effets, être connectés à lui. Au printemps, la sève monte dans les végétaux. Si on s'y relie, on pourra ressentir cette énergie très subtile et agréable. C'est lorsqu'on commence à rencontrer l'autre, le végétal, la nature, qu'il se passe quelque chose. Les outils du géobiologue. De la simple baguette de bois aux outils de mesure ultra perfectionnés, le géobiologue moderne fait appel à des ressources très variées en fonction des perturbations qu'il cherche à identifier et de sa sensibilité. Depuis quelques années, avec l'augmentation des pollutions liées aux technologies modernes, l'arsenal du géobiologue s'est élargi. Par Aurélie Aimé. Il suffit qu'un transformateur soit mal placé et les vaches n'entrent plus dans la stabulation, d'une fuite de courant dans l'eau d'abreuvement pour qu'elles ne veuillent plus boire. Il en est de même pour l'être humain. Les défauts électriques de prise de terre, la présence de lignes à haute tension ou les pylônes de téléphonie peuvent engendrer des nuisances considérables. Ainsi, fait-il partie de la tâche du géobiologue d'identifier ces influences non naturelles et d'y remédier afin que le vivant retrouve l'équilibre. Aujourd'hui, le géobiologue n'a plus pour seul outil le pendule en poche et la baguette de noisetier à la main, mais toute une panoplie d'outils technologiques et scientifiques pour l'aider à trouver les points à corriger. Multimètre, mesureur de terre, pince ampère-métrique, analyseur de courant, etc., relate Stéphane Demey dans Géobiologie en agriculture, édition France Agricole. En fonction de ses domaines d'intervention, il est donc muni d'un arsenal d'appareils de mesure modernes afin d'établir la présence de pollution électrique ou électromagnétique. Parmi les mesures considérées, la valeur de la prise de terre est un élément essentiel pour assurer l'équilibre bioélectrique du lieu. Pour cela, le professionnel utilisera des outils d'électricien mesureurs de terre, tels le telluromètre. Par ailleurs, il pourra détecter les fuites de courant ou la présence d'électricité dans l'eau d'abreuvement d'un élevage avec divers instruments. Le multimètre est un autre outil de première nécessité qui permettra par exemple d'identifier les fuites de courant d'une installation électrique ou la continuité d'une liaison électrique. Il regroupe un voltmètre qui mesure la tension électrique entre deux points, un ampère-mètre qui mesure l'intensité du courant et un ohmmètre qui mesure la résistance électrique d'un circuit. Enfin, le contrôleur de défaut d'isolement est un outil indispensable aujourd'hui. Il permet de mesurer les défauts d'isolement des différents circuits électriques, partage le géobiologue. À l'origine était la baguette.
Depuis toujours, l'instrument principal de l'homme est son propre corps, dont le fonctionnement est comparable à celui d'une antenne relais émettrice et réceptrice. L'être humain est sans doute le magnétomètre le plus sensible au monde, partage le géobiologue Joseph Birkner. Aussi, la majorité des méthodes d'investigation mises en œuvre dans ce domaine sont-elles intimement liées à la radiesthésie, qui qualifie la sensibilité des êtres vivants aux radiations qu'émettent les corps visibles ou invisibles et que l'on rend manifeste par le biais d'outils tels la baguette de sourcier, le pendule, l'antenne de l'échelle. À l'époque préhistorique déjà, l'Homo sapiens utilisait un morceau de bois pour choisir le lieu où s'installer et notamment s'assurer de la présence d'un point d'eau à proximité. Des archéologues ont trouvé dans une caverne vieille de 8000 ans une peinture murale semblant représenter un sourcier tenant dans ses mains une baguette divinatoire. Faite traditionnellement d'une branche de noisetier, aussi appelée coudrier, cet instrument fourchu en Y a l'avantage d'être souple et résistant et se tient paume vers le ciel. À l'approche d'une source, la baguette pointe en avant, bascule en direction du sol. Un sourcier expérimenté est capable non seulement de localiser de l'eau, mais également de connaître la profondeur, le sens du courant, le débit ou la taille d'un dépôt. Cet instrument permet aussi de détecter la présence de minerais, or, fer, uranium, et de déterminer des configurations énergétiques comme les points Hartmann. Aujourd'hui, aux baguettes de bois sont généralement substituées celles en métal, laiton, cuivre, etc., plastique ou fibre de verre. Les baguettes coudées, également nommées Radmaster, sont aussi couramment utilisées par les sourciers. Constituées de 2 tiges métalliques en angle droit de 3 à 4 mm de diamètre, elles se tiennent par les poignets, parallèles, une dans chaque main. Au passage d'une perturbation, les branches vont se croiser ou s'écarter l'une de l'autre. Pour le professeur Yves Recart, physicien français référent en matière de géobiologie, c'est la baguette idéale du sourcier, car elle lui apparaît plus fiable et plus précise, peut-on lire dans la radiesthésie, Maîtriser l'art du pendule et de la baguette, édition Grancher, écrit par Jacques Mandorla et Jean-Louis Crozier. Qui, de l'outil ou de l'homme, détecte alors l'influence? La baguette est un objet inerte, neutre électriquement. C'est en réalité le sourcier qui possède la sensibilité radiesthésique et la baguette n'est alors que l'instrument amplificateur des sensations qu'il perçoit, décrivent les auteurs. Pour le professeur Recart, à l'approche d'une source d'eau, les muscles du sourcier se relâchent du fait du changement du champ magnétique, ce qui génère le mouvement de l'objet. Le pendule, un outil personnalisé et polyvalent. Qu'il s'agisse de la baguette ou du pendule, la convention mentale établie par le praticien est essentielle. Ce dernier doit déterminer une intention de lecture avec des questions ou affirmations très précises. Par exemple, si je cherche une faille, je programme ma recherche en affirmant « Je veux être extrêmement sensible aux failles » afin que le pendule réagisse uniquement aux failles rencontrées. Le pendule présente des avantages non négligeables. Avec les mêmes domaines d'application que la baguette, il permet de travailler à distance et de cartographier un lieu à partir d'un plan ou de photos. Il est aussi simple à manier et très facilement transportable. Cet outil connut un large succès dès le XVIIIe siècle. En 1730, le physicien anglais Gray avait remarqué qu'un petit poids suspendu à un fil tendu était attiré par les masses électrisées. Puis en 1792, un professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, nommé Antoine Gerboin, observa les mêmes effets et en conclut qu'une force particulière existerait dans l'homme. À cette époque, plusieurs analyses furent menées et le pendule devint alors l'outil privilégié des sourciers, permettant comme tout instrument de radiesthésie de matérialiser les informations que reçoit le corps. Il existe une grande variété d'instruments sur le marché, de matières, bois, minéral, métal, et de formes diverses, coniques, cylindriques, sphériques. Quand je pense que le professeur Recart a utilisé devant nous, lors des tests auxquels il m'a soumis, un pendule très lourd, 400 grammes, et très long, 1 mètre de fil, on se rend compte qu'il n'y a pas un pendule unique servant à tout le monde, mais différentes sortes de pendules véritablement personnalisées à chaque sujet, témoigne le radiesthésiste Jean-Louis Crozier.
Choisir le sien relève plus de l'affinité de l'utilisateur avec l'objet que de son efficacité. Toutes les études effectuées concernant l'influence de la matière constitutive du pendule sur les résultats ont prouvé que cela n'a aucune importance. Tenir le pendule s'effectue généralement de 3 façons, soit en le pinçant entre le pouce et l'index, avec les autres doigts relâchés, soit en pliant tous les doigts et en tenant le pendule entre le pouce et l'index, le fil courant devant les doigts, soit en créant une boucle avec le fil dans laquelle nous glissons notre index, paume tournée vers le ciel. La longueur du fil est laissée à l'appréciation de chaque utilisateur. Enfin, le géobiologue travaille généralement sur la base d'une convention personnelle. Par exemple, si le pendule tourne dans le sens horaire, cela signifie « oui » ou bien « non » s'il tourne dans le sens anti-horaire. L'antenne de l'échelle pour plus de précision. L'antenne de l'échelle est un outil de radiesthésie plus sophistiqué que la baguette ou le pendule, qui doit son nom au physicien autrichien Ernst Lecher, 1856-1926. Ses expériences sur les ondes électromagnétiques, fils de Lecher, ont servi de base au physicien allemand Reinhard Schneider, 1925-2001, l'un des plus grands radiesthésistes de notre époque, pour mettre au point l'antenne de Lecher. Le rayonnement des zones géopathogènes n'est pas aujourd'hui mesurable dans sa globalité par un appareil, l'intensité des radiations étant très faible, en dessous du bruit de fond électromagnétique. L'antenne de Lecher implique donc l'intervention de la sensibilité de l'individu, dont le corps se comporte comme une antenne amplificatrice de ses émissions. Puisque tout élément vibre à une longueur d'onde spécifique, le physicien a créé cet instrument de mesure permettant de détecter, localiser et différencier les ondes radiesthésiques avec précision. Comme le relate le géobiologue Joseph Birkner, l'émergence d'une radiesthésie physique a introduit des instruments de détection étalonnés fonctionnant sur le principe de la résonance avec des longueurs d'onde précises. L'utilisation de la baguette graduée et de l'antenne de Lecher procure une plus grande précision dans les recherches et limite les risques d'erreur. En forme de T, elle est composée de 2 branches qui se tiennent entre les mains, les paumes tournées vers le haut, et d'une boucle de 2 fils parallèles sur laquelle se déplace un curseur détecteur avec une échelle millimétrée. L'antenne réagit en fonction de la sélection du curseur. Utilisé en géobiologie, cet outil permet de mettre en évidence des phénomènes d'origine tellurique tels que les réseaux Hartmann ou Curie, les failles, les cours d'eau souterrains ou les phénomènes paranormaux par exemple. Souvent utilisée dans le domaine médical, elle peut mesurer le biochamp de l'être humain, de l'animal, du végétal, etc. Cette particularité permet par exemple de détecter sur le corps humain les perturbations géopathogènes liées à l'emplacement du lit du consultant, dès lors qu'il a été exposé durant 5 semaines au moins à ces influences. Harmoniser son intérieur. Les lieux où nous passons beaucoup de temps, habitat, bureau, auraient un impact sur notre santé et notre énergie. Petit aperçu de ce qu'il est fondamental de connaître, où et comment agir et quelles sont les limites. Par Mélanie Chéreau. Nous passons environ 8 heures par jour à dormir dans un lit, le corps à la merci de toutes les influences puisque parfaitement détendu. Nous sommes également présents 8 heures sur notre lieu de travail, parfois de manière assez statique. Tous ces espaces sont influencés par divers rayonnements naturels ou artificiels. Nous sommes ainsi soumis à tout un panel d'effets sans en avoir conscience. Il est pourtant primordial d'optimiser ce qui peut l'être, comprendre où mettre son lit, son bureau, comment minimiser les ondes, qu'elles soient telluriques ou issues de la pollution électromagnétique, ainsi que leur impact sur nous. Il est possible de contrôler tout cela, de mesurer, de s'assurer que nous disposons les éléments au mieux, mais aussi de dépolluer énergétiquement les lieux. Cette démarche doit être entreprise méticuleusement, influence par influence, sans tout mélanger, afin d'harmoniser son espace en fonction des pollutions réelles, mais aussi selon les besoins et selon sa personnalité. Un ensemble de phénomènes qu'il faut prendre en compte parce qu'ils agissent sur notre santé, notre sommeil. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera.
Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.